Bonjour à tous et toutes. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour l'événement annuel de la chaire Maraison, Marketing responsable et bien-être. C'est le deuxième événement de ce type puisque la chaire existe depuis l'an dernier où nous avons fait l'inauguration. Alors notre idée, bien sûr, a été de mener des recherches en marketing responsable et en management responsable, mais aussi d'établir des liens entre le monde professionnel ou les milieux professionnels et la recherche. Et c'est un petit peu l'idée de l'événement de ce soir. Événement de ce soir au cours duquel vous aurez une conférence présentée par Pierre Vol et une table ronde avec des praticiens que l'on présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Je peux dire les noms, Karine Porta, Romain Serra et François Isambert. Merci pour votre présence. Un grand merci à tous les intervenants. Je laisse la parole à mes collègues qui vont également dire un petit mot d'introduction. Voilà, donc merci beaucoup d'être présents. Donc ce soir, nous nous posons la question de la responsabilité. Et qu'on allait écouter des professeurs qui pensent être responsables. On va analyser les consommateurs, sont-ils responsables? Et puis des producteurs, et là, nous pensons vraiment qu'ils sont responsables également. Alors, juste une petite chose, en fait, dans la responsabilité, il y a deux approches. Il y a une approche assez classique qui est être responsable, ça veut dire rendre compte de ses actes. Vous voyez, il y a l'idée d'une imputation. Je suis responsable quand je suis capable d'assumer mes actes. Voilà, ça c'est Socrate, Aristote, jusqu'à Sartre. On est vraiment dans la responsabilité, l'autonomie, etc. Et ensuite, on a une vision plus élargie de la responsabilité qui est une responsabilité pour les autres, pour les plus vulnérables. Donc on ne pense pas qu'à soi, qu'à ses propres actes, on pense à l'avenir du monde. Donc on a des questions. Jonas, qui est sur la question de la précaution. On a Lévinas qui dit, écoutez, regarder l'autre, c'est répondre de lui. Répondre à l'autre, c'est répondre de lui. Donc être responsable, ça veut dire, je suis responsable pour les plus vulnérables. Et nous pensons, nous, ce soir, que nous allons essayer d'être responsables dans cette seconde conception de la responsabilité parce que nous travaillons sur l'avenir. Merci Anne. Donc j'en profitais pour remercier tous ceux qui sont à distance, notamment je pense pour les étudiants qui sont ici, à tous les étudiants nantais, pour qui notamment qui sont en école d'ingénieur à Nantes et pour qui en fait l'éco-innovation dont nous parlerons tout à l'heure est quelque chose de vraiment d'essentiel et qui les porte fondamentalement. Et puis je crois que c'est une vraie chance en fait de pouvoir se retrouver ce soir ici en cette pleine période où il y a la COP 28 à Dubaï. Donc en tous les cas que l'énergie qu'on va essayer d'insuffler ici leur donne en tous les cas un certain nombre d'idées. Voilà. Donc je vais de suite passer la parole peut-être à Sophie. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Quelques mots, je serai très brève pour vous souhaiter la bienvenue à l'Institut Montpellier Management. Bienvenue à tous ceux qui sont présents ce soir, mais également à ceux qui sont à distance. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Institut Montpellier Management pour une thématique qui est particulièrement... on va dire au cœur de notre environnement et de notre mission. Je voudrais tout d'abord remercier les conférenciers et les personnes qui interviennent ce soir à la table ronde par avance pour leurs éclairages, pour les discussions et les débats qui vont avoir lieu et qui vont peut-être, nous, en tant qu'individus et en tant que consommateurs, nous aider à cheminer vers cet avenir qui nous paraît souhaitable ou désirable. Donc merci par avance pour ces échanges. L'Institut Montpellier Management est pleinement inscrit dans ces problématiques et dans cet objectif de responsabilité sociétale, d'éthique, de responsabilité. Donc un grand merci aux collègues qui sont là ce soir et qui ont cofondé cette chaire. Et qui, à travers donc leur recherche et la valorisation qui en résulte au travers de manifestations comme celle-ci ce soir, vont alimenter les débats et vont prendre aussi le relais au sein de leurs enseignements à l'Institut Montpellier Management, qui est une école au sein de l'université, donc avec une conception universitaire sans doute de ces notions. Donc merci beaucoup pour le travail que vous faites et la dissémination de la réflexion et de l'esprit critique autour de ces sujets. Merci beaucoup. Merci
Merci Sophie. Alors, il y a des personnes à distanciel. La chaire, bien sûr, c'est une chaire Montpellier Management. C'est une chaire MRM, laboratoire MRM, mais c'est également une chaire LEMNA. Donc, on va écouter en distanciel le directeur du LEMNA. Déjà, effectivement, un des fondateurs de la chaire, Jean-Marc Ferrandi, est membre du LEMNA. Ça fait déjà plusieurs années que lui et les collègues en marketing, membres du LEMNA, font avancer des études sur effectivement qu'est-ce que c'est que le marketing responsable et l'alimentation responsable. Donc on est aujourd'hui face à des enjeux où vous tombez bien, effectivement, la COP28 est en cours et pour la première fois dans les discussions de la COP28, il y a effectivement un thème sur l'alimentation et la contribution aux trajectoire de décarbonation et puis de respect des objectifs de limitation du réchauffement climatique. Vous abordez à travers la responsabilité un vaste sujet. C'est vrai que moi je suis comptable et donc je commence à réfléchir à la comptabilité comme étant l'acte de rendre des comptes. Donc c'est votre première vision de la comptabilité. Mais dans des logiques de responsabilité étendue, les comptables sont de plus en plus amenés à élargir le regard de l'entreprise, à s'intéresser aux choix qu'elle fait de ses fournisseurs, à la manière dont les produits sont conçus et vendus, aux intentions qu'il y a derrière vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis de la gestion de fin de vie. Et donc moi je vous souhaite de très riches discussions, en espérant que vous ferez avancer à la fois la recherche sur ces sujets de marketing et d'alimentation responsable, mais que vous fournirez aussi aux étudiants et puis aux collègues qui doivent enseigner ces matières-là des billes pour non pas développer des cours de marketing responsable, mais pour intégrer la notion de responsabilité dans les cours standards de marketing, dans les différentes formations des écoles de commerce, des instituts, des facultés universitaires, des établissements d'enseignement supérieur en France. Et je vous remercie pour proposer un cadre dans lequel vous allez débattre de ce contenu. Et puis j'espère qu'à la fois les professionnels et vous, en tant que chercheurs, allez nous apporter des choses. Merci beaucoup. La parole est à Gilles Ngoala, le directeur de MRM. Bonsoir à tous. Oui. Donc MRM, c'est le laboratoire qui nous rassemble, les enseignants-chercheurs, doctorants au niveau de l'Université de Montpellier, mais aussi d'autres tutelles secondaires du laboratoire qui sont l'Université Perpignan via Domitia et aussi AgroParisTech, qui font partie de ce laboratoire qui comprend 120 enseignants-chercheurs. Donc les enseignants-chercheurs en gestion de MoMA, mais aussi de l'IAE, de l'IUT, à Nîmes, Béziers, un petit peu dans toute la région Aix-Languedoc-Roussillon. Donc c'est un gros laboratoire, hein. On est à peu près 220, 120 enseignants-chercheurs et une centaine de doctorants, dont certains sont là d'ailleurs, hein, et qui, depuis très longtemps, développent des recherches autour des questions de responsabilité, alors de responsabilité des entreprises, mais aussi de responsabilité des consommateurs eux-mêmes, des responsabilités des différentes parties prenantes sur le marché et dans les différents secteurs. Donc je suis ici pour saluer, encore une fois, un peu comme chaque année d'ailleurs, cette magnifique chaire et ce travail qui est fait pour nous faire réfléchir à l'évolution du marketing. Je suis moi-même professeur de marketing. Et c'est vrai que le marketing est une des disciplines qui est finalement la plus décriée aujourd'hui en matière de sciences de gestion. Et d'ailleurs, est-ce que les autres disciplines, la finance, se posent un petit peu la question, mais le marketing se pose vraiment cette question finalement de l'irresponsabilité de nos pratiques. Est-ce que finalement on peut être responsable lorsqu'on fait du marketing? Dans quelle mesure? Et je remercie Pierre Vol, qui est un collègue de Dauphine, mais aussi et surtout un ami, d'être venu aussi pour nous faire une présentation de son ouvrage, de ses réflexions autour de la durabilité du marketing. Il y a énormément dans le champ du marketing de réflexions, de débats, de polémiques aussi, de controverses autour du marketing, avec l'idée que finalement la question de la responsabilité pourrait ne pas être compatible et conciliable avec la question du marché, avec l'idée du marché. Et je trouve que votre titre est magnifique à cet égard. Marketing, dans l'idée de marketing, il y a l'idée du marché. Et cette confrontation finalement de la durabilité, de la responsabilité,
de la soutenabilité avec le marketing est forcément un sujet actuel qui doit être traité de manière tout à fait fondamentale et qui est traité chez nous au sein de MRM, notamment dans un axe, je vois Angélique ici, qui s'appelle Management et pratiques responsables, justement. Et donc, cette chaire contribue tout à fait au rayonnement de MRM sur ces sujets-là et montre bien que le marketing évolue et que les enseignants-chercheurs, doctorants aussi, développent des contributions scientifiques autour de ces sujets et que peut-être que le marketing était irresponsable auparavant, mais il s'efforce d'être un petit peu plus responsable aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci Gilles. Et nous avons un partenaire de la soirée, Christophe Dory de l'entreprise Crow RSA, qui est à distance également. Bonsoir à tous et j'espère que vous m'entendez. Oui, Oui. On t'entend Christophe. Et que vous me voyez peut-être. Un grand merci d'abord à la chaire, à la belle chaire Maraison, et donc à Anne, à Marie-Christine et à Jean-Marc. Donc moi je suis Christophe Dory, je suis associé dans un cabinet, donc vous avez vu le logo qui s'appelle Crow Global et qui s'appelle RSA en France. C'est un cabinet mondial qui fait partie du Big 8 derrière les Big 4. Et en fait, on a le souci au sein de cette structure, qui est un cabinet d'audit, d'expertise comptable, mais de conseil aussi, de corporate développement, qui gère aussi du social et de l'évaluation et de la consolidation. On a le souci de développer la RSE et la durabilité. À ce titre, j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière Anne Lyon, ainsi que Marie-Christine et Jean-Marc. Et on a décidé de nouer, de tisser un partenariat formel entre MoMA, entre cette chaire de Montpellier et de Montpellier Management, ainsi que notre entreprise, pour s'apporter mutuellement un certain nombre de choses, et notamment déjà cette responsabilité qu'on partage au travers de ce beau sujet qu'est la durabilité et la RSE, qui est un vrai changement de paradigme, qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais qui se développe de plus en plus dans nos vies, d'une part, et au sein de nos entreprises, d'autre part. Alors pourquoi, vous me direz, un partenariat tel que le nôtre? Parce que nous, entreprises, on développe des offres au sein de notre structure vis-à-vis de nos clients ou de nos prospects. Et on a aussi l'ambition d'apporter et d'être un peu le lien avec l'université de management, du Montpellier Management, avec les étudiants et le monde étudiant qui aujourd'hui a beaucoup de choses à apporter aux entreprises et à notre société de façon générale. Déjà des ressources, parce que le monde de l'entreprise a besoin de ressources. Et vous êtes, vous, les étudiants, évidemment, les futurs faiseurs de la RSE et de la durabilité au sein des entreprises, mais aussi au sein de nos sociétés et de notre société, si on veut que demain, notre belle planète continue à vivre de bonne manière. Voilà, donc la COP28, effectivement, est réunie à Dubaï pour quelques jours, mais il y a des tas d'événements qui fleurissent très régulièrement, et notamment, on a entendu parler de comptabilité tout à l'heure, on est dans le cadre d'une transposition européenne à venir, qui sera faite au plus tard le 15 décembre, sur la CSRD, qui est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va engager bon nombre d'entreprises en 2025, en fonction d'un certain nombre de seuils, vers un reporting extra-comptable qui sera audité par des commissaires aux comptes notamment. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est d'aller vers de la responsabilité extra-financière qui côtoiera la partie financière qui existe déjà depuis longtemps. Et donc, nous, notre rôle de Crow RSA, c'est d'organiser ou de participer avec la chaire Maraison un certain nombre d'événements, d'apporter notre savoir et effectivement aussi d'intégrer, si possible, des étudiants qui sont en master ou qui arrivent en fin d'études et qui souhaitent intégrer des entreprises pour développer la RSE et la durabilité de manière plus générale. Voilà. Donc un grand merci pour cette invitation. J'espère avoir été assez clair dans ce propos assez court,
mais juste pour témoigner de notre joie à être partenaire aujourd'hui de la chaire Maraison. Et je souhaite une très belle soirée et de beaux propos à vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Donc nous allons commencer par la conférence et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Woll. Pierre Woll que je vais présenter en quelques mots, ce qui n'est pas facile. Donc Pierre Woll qui est professeur à l'Université de Paris-Dauphine, qui est président honoraire de l'Association française du marketing, qui a écrit de très nombreux ouvrages, une dizaine d'ouvrages, spécialisé dans de nombreux domaines du marketing également, la relation client, la performance marketing et le marketing durable. Et d'ailleurs, vous avez son ouvrage qui est là. Et Pierre intervient également beaucoup auprès des entreprises pour des formations et pour du soutien. Si j'ai oublié quelque chose, bien sûr, tu peux compléter. Merci beaucoup Pierre pour d'être présent et merci pour cette conférence. Je te laisse la parole. Merci pour votre invitation, chers collègues. Alors on est à Montpellier, on pourrait être en Suisse puisqu'il est 17h54. Nous avons une minute d'avance, donc merci pour cette ponctualité. Donc merci de m'accueillir. Merci aux membres de la chaire, aux partenaires de la chaire de m'accueillir. Alors, je reprends un propos de Monsieur Antôme tout à l'heure. C'est tout à fait ça, l'idée du titre de ce livre, c'est de dire on ne va pas créer un marketing durable à côté du marketing normal. Le sujet, c'est de faire en sorte que le marketing soit plus durable, plus exactement, mais ça ne rentrerait pas sur un titre, faire en sorte que le marketing contribue à une société plus durable. Alors vous pourriez dire, mais ça c'est juste pas possible en fait. Le mieux pour les marketeurs, c'est de disparaître, c'est d'arrêter, c'est de se débrancher. Un certain nombre de critiques du marketing pensent ça. Un certain nombre de collègues en marketing pensent ça. Si. Bon, moi ça m'interroge, en tous les cas, ce n'est pas le propos que je vais tenir ce soir. Le marketing est nécessaire pour la transition vers un monde plus durable. Je vais vous donner l'exemple de Reynald. C'est un voisin. Alors c'est amusant en plus parce qu'il a fait un BTS de marketing. Bon, aujourd'hui il ne fait pas du tout ça. Reynald, il a des dreadlocks et il a monté une épicerie solidaire. Et Reynald, il est présent tous les vendredis soirs sur le marché de Panossa, petit village de 700 âmes à l'est de Lyon, là où j'habite. Et il a monté une épicerie solidaire. Alors une fois qu'il est présent le vendredi soir au marché, il fait quoi? Il fait un site web. Et puis il fait quoi avec son site web? Il promeut son site web. Il fait du marketing en fait. Et donc si on veut prendre des parts de marché à la grande distribution, il faut faire du marketing, mais pour autre chose que la grande distribution. Un monde sans marketing, ça n'existera pas. C'est ma conviction. Par contre, le marketing doit changer, c'est aussi ma conviction et c'est le propos de ce livre. Alors, on a une quinzaine de minutes. L'idée, c'est d'essayer de démontrer que oui, c'est possible. Ce n'est pas un oxymore, comme dirait l'autre. Ce n'est pas incompatible de dire marketing plus durable. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord sur le constat. Le développement économique tel qu'il se présente aujourd'hui n'est pas tenable en fait. Okay, on a déjà dépassé 5 limites. Entre l'ouvrage et aujourd'hui, on a dépassé une 6e, l'eau. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On le sait. Il va falloir changer. Après, la question c'est comment, pourquoi, voilà. Mais il va falloir changer. Tout le monde le sait, même les marketeurs. La deuxième idée, c'est que si encore le développement économique profitait vraiment au développement humain. On pourrait dire, bon, on tue la planète, mais au moins, on est mieux. Mais ce n'est pas vrai. La santé ne progresse pas vraiment, plus ou peu. L'égalité, pas du tout. Donc, pourquoi ce développement économique? Il n'est pas compensé par un développement humain et social à la hauteur de la destruction de la planète. Donc ici, vous avez un petit schéma qui montre l'augmentation des inégalités un peu partout dans le monde. La courbe violette qui augmente là, dans les années 90, c'est la Russie. Globalement, la tendance est la même pour tous les pays. C'est juste une indication pour montrer qu'effectivement, le développement humain n'avance pas aussi vite que la destruction de la planète.
Okay, et puis même, il y aurait un problème, parce que si on détruit la planète, il y a un moment, ça serait inhabitable. Donc le problème, il est là, et on ne va pas y passer plus de temps que ça. Tout le monde est d'accord sur le constat. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on est marketeur? Encore une fois, on pourrait se dire que le marketing disparaisse. D'accord? Mais en fait, le développement durable, c'est un développement qui préserve les besoins des générations futures. Ça ne veut pas dire forcément s'arrêter. Donc le sujet, c'est comment le marketing en fait, peut contribuer quelque part au développement durable. Alors ici, je reprends dans le livre en général un cadre que tout le monde connaît, c'est les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Au fil du temps, c'est un cadre qui s'est imposé, on va dire en 6-7 ans, ce qui est assez remarquable. Il s'est imposé à beaucoup d'organisations, y compris des entreprises. Et aujourd'hui, vous avez par exemple tout un système pour mesurer en fait l'atteinte ou pas, des objectifs de développement durable. Donc, ce n'est pas juste 17 objectifs, en fait, c'est plus de 200 indicateurs qu'on peut faire au niveau des différents pays pour voir si, oui ou non, on s'approche d'un développement plus durable de la société. J'ai repris aussi la définition du développement durable par l'ONU. Bon, tout ça, c'est des basiques, on ne va pas y passer trop de temps, mais c'est important de savoir qu'il y a un cadre, et donc on pourrait voir dans quelle mesure le marketing peut ou pas contribuer au développement durable. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelques convictions, ici, là, sur la présentation. La première conviction, c'est qu'effectivement, ce n'est pas incompatible de dire marketing et durable. Okay, par contre, il faut réfléchir 2 minutes à ce que ça veut dire concrètement, c'est ce qu'on va faire ensuite. Deuxième conviction, donc ça consiste à créer de la valeur, le marketing durable, pour les clients, ok, ça c'est du marketing, mais créer de la valeur pour les clients, mais sans détruire le capital naturel et éventuellement en améliorant le capital social. Voilà. Donc c'est cette espèce d'équilibre, capital humain, capital naturel, comment on peut contribuer à tout ça, c'est ça l'objectif du livre. Et puis, dernière conviction, mais il y en a 10 dans le livre, mais là, je me limite à 3, c'est qu'on a beaucoup parlé de marketing digital. Moi-même, j'ai beaucoup contribué à ça depuis 20 ans. Et marketing digital, CRM, e-commerce, tout ce qu'on veut. Et en fait, on a tendance à opposer les choses, alors que le marketing digital pourrait nous aider aussi à aller vers plus de marketing durable. Okay. Donc là aussi, ce n'est pas forcément incompatible. Mais faut-il encore trouver les voies, les moyens pour rendre ces choses compatibles? Et d'où la question... et là, j'ai plus de... Bon, je vais le faire à la main. Comment le marketing peut concrètement contribuer à une société plus durable? La première personne que j'ai dû convaincre, je ne sais pas si vous serez convaincus à la fin, mais la première personne que j'ai dû convaincre, c'est ma femme. Parce que quand je lui ai dit « je vais travailler là-dessus », elle m'a dit « ouais, mais bon, c'est quoi ce truc ?» Avant de consacrer 3 mois de sa vie... pour écrire un livre, un peu les soirs et les week-ends, il faut déjà convaincre ses proches que ça a un certain sens, une utilité. Donc voilà, bon, elle m'a dit, mais c'est quoi ce truc? Okay. Elle-même était assez dubitative. Et grâce à elle, je suis arrivé à ce petit schéma. Donc il y a plusieurs niveaux d'ambition. Il y en a 5. Premier niveau d'ambition, on sait que le marketing crée des effets, ce qu'on appelle des externalités négatives. Par exemple, quand on diffuse une campagne digitale, il faut des serveurs derrière qui alimentent les vidéos, enfin tout ça, et donc oui, il y a un impact environnemental. Donc le premier niveau d'ambition, c'est de réduire l'impact environnemental des activités marketing. Donc ici, par exemple, je peux citer l'Alliance Digitale, qui est une organisation professionnelle qui a rédigé une sorte de guide pour mesurer l'impact environnemental des campagnes digitales et éventuellement le réduire. Ça commence déjà par mesurer pour ensuite réduire. Je peux citer dans l'actualité plus récente, parce que ça date déjà de quelques mois, le guide de l'Alliance Digitale, une actualité plus récente, hier au soir, Leclerc a été récompensé pour avoir supprimé ses prospectus. Okay. Et donc ça serait une réduction de l'impact négatif du marketing. On pourrait y revenir au niveau des questions si vous le souhaitez un petit peu plus tard et des réactions. Bon, premier niveau d'ambition, limiter l'impact du marketing. Deuxième niveau d'ambition, faire en sorte d'utiliser le marketing, non pas pour des causes, parce que le marketing, ça peut servir à vendre des cigarettes électroniques, des missiles ou des couches recyclables. Bon, donc,
pourquoi ça servirait nécessairement à promouvoir des mauvais produits? Ça peut aussi peut-être promouvoir des bons produits. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'ambition, c'est tout simple, c'est de mettre le marketing au service d'une bonne cause. Troisième niveau d'ambition, c'est de reprendre nos produits et d'améliorer leur impact. Donc ça veut dire quoi, améliorer l'impact d'un produit? Ça veut dire faire en sorte que l'empreinte environnementale soit plus faible et faire en sorte que l'empreinte sociale, si j'ose dire, l'impact social soit meilleur. Donc ici, par exemple, quand on pense à la location, voilà, c'est une façon de changer un peu l'équation de la valeur et d'avoir une empreinte environnementale plus faible et peut-être un impact social plus élevé. Et puis, dernier sujet, vraiment peut-être plus ambitieux encore, c'est de concevoir des produits et des services qui répondent à un problème, par exemple un problème d'inclusion. En ce moment, et j'ai eu la chance de le rencontrer, le créateur de Café Joyeux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise, l'entreprise a été créée pour résoudre un problème d'inclusion des personnes en situation de handicap. Comment on peut faire pour résoudre ce problème? Et de là, il a créé son entreprise. Donc là, il ne s'agit pas d'améliorer l'impact, il s'agit carrément de créer l'entreprise pour résoudre un problème. Okay? Et évidemment, je suis désolé de vous le dire, mais Café Joyeux fait un sacré marketing pour faire connaître Café Joyeux. Okay? Et ils n'hésitent pas une seconde à s'allier avec Carrefour il y a 15 jours, Nespresso la semaine dernière. Voilà. Okay? Si on veut faire changer les choses, il ne faut pas nécessairement être à l'extérieur en train de critiquer. Il faut être dedans et faire bouger les choses. Donc c'est vraiment ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont à 300 employés qui sont en situation de handicap et qui servent des clients tous les jours. Et ça se passe très bien. Donc voilà, ça c'est une entreprise quasiment dans l'économie sociale et solidaire. Et évidemment que ces entreprises sont aussi en train de faire du marketing. Hier au soir, au prix EFI, le prix de l'efficacité publicitaire par l'Union des marques et la ACC, il y avait deux directeurs généraux. Le directeur général de la Massif et le directeur général du Crédit Mutuel. Dans les deux cas, il y a un M pour dire mutuel, mutualiste. C'est des organisations qui ne sont pas capitalistes, qui n'ont pas d'actionnaires. Et pourtant, ils font du marketing. Okay? Donc, ce n'est pas incompatible. Voilà un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer à ma femme pour justifier d'écrire ce livre. Alors vous allez me dire, il n'a pas parlé du truc à droite. Oui, c'est vrai, il y a un dernier élément que je voudrais mentionner. C'est le niveau d'ambition ultime. Ce n'est pas seulement de réduire l'impact environnemental, par exemple, mais c'est de faire en sorte d'avoir un impact positif net. C'est-à-dire que quand on fait vraiment l'équation complète des coûts, des bénéfices, des impacts en vérité sociaux et environnementaux, qu'on ait un bénéfice net. Donc, certains disent, en fait, le mieux, ça serait d'arrêter de consommer, en fait. Comme ça, on a un impact positif net. Oui, mais il y a d'autres façons d'avoir un impact positif net. Typiquement, Café Joyeux, je pense que si on était en capacité de mesurer vraiment l'initiative avec tous ses impacts, on dirait le monde est en meilleur état quand il y a Café Joyeux que quand il n'y a pas Café Joyeux. Okay? Donc c'est ça le sujet, c'est l'impact positif net. Alors le problème, évidemment, c'est de mesurer tout ça. Parce que pour l'instant, la seule chose qu'on peut mesurer, c'est les coûts, les profits et l'optimisation des profits par les actionnaires. La création de valeur économique, c'est ce qu'on arrive à mesurer le plus facilement. Les autres formes de valeur, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut que les marketeurs s'emparent du sujet pour pouvoir mesurer la valeur créée et l'opposer à une valeur financière, une valeur actionnariale. Donc il faut aussi que les marketeurs travaillent avec les financiers avec les marketeurs pour arriver à mesurer. Et par exemple, je vous donne un exemple, il n'y en a pas 25 000, mais vous connaissez ces produits, la vache qui rit, par exemple, cette entreprise arbitre au niveau de la finance, c'est-à-dire que le développement durable, les enjeux de développement durable, d'émissions de carbone et tout, sont traités au niveau du département finance. Okay? Ils arbitrent entre des émissions de CO2 et du chiffre d'affaires au niveau financier. Donc il y a très peu d'entreprises qui sont capables de faire ces arbitrages-là, et c'est ça en fait qu'on devrait pouvoir faire. Si on était capable de mesurer donc la valeur.
Voilà un petit peu l'idée. Donc, le marketing et le développement durable, ce n'est pas incompatible, mais pas le marketing comme on le fait aujourd'hui. Alors, si on veut vraiment être un peu critique, je vous donne une piste, mais quand Leclerc gagne un prix pour dire, en gros, j'arrête mes prospectus, donc c'est super, c'est la catégorie changement positif, elle s'appelle comme ça, des prix FI, changement positif. En vérité, s'ils mettent leurs 200 millions d'euros de prospectus sur le digital, l'impact, il n'est pas nul. Donc, s'ils mettent 200 millions d'euros à vendre des lingettes, l'impact, il n'est pas nul. Donc, en fait, ils n'ont pas calculé l'impact positif net. Okay, ils ont juste dit, on arrête les prospectus, c'est bien. Oui, mais pour faire quoi? D'accord. Donc, aujourd'hui, on n'est pas encore assez mûr pour mesurer l'impact net. Mais c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc, je vais aller rapidement vers une petite conclusion en 7-8 minutes. C'est la question donc de l'impact. Comment, dans ce livre, en fait, il y a une centaine de bonnes pratiques, mais si j'en avais une seule à noter, ce serait la question de l'impact. On ne peut rien faire si on ne mesure pas son impact social et environnemental. Donc, la bonne pratique, c'est clairement de mesurer l'impact des activités marketing. Alors, ça va vite devenir compliqué parce que si on prend les objectifs de développement durable, il y a un fichier Excel qui correspond, vous pouvez aller le télécharger sur le ministère de l'économie avec tous les indicateurs de développement durable pour la France. Donc, d'autres pays ont d'autres systèmes, mais enfin, globalement, c'est à peu près les mêmes indicateurs pour pouvoir les comparer d'un pays à l'autre. Par exemple, vous avez l'empreinte matière. Vous prenez une unité de PIB, combien il y a de kilos de matière par euro de PIB. Okay, et la réponse, c'est à peu près 2,3, 2,5. D'accord ? Donc, par unité de PIB, combien de kilos de matière? Cette idée de regarder un peu PIB matière. Il y a aussi, par exemple, les emplois dans l'économie sociale et solidaire. Voilà des indicateurs, comme ça, il y en a 250 dans le fichier Excel du gouvernement, enfin de l'INSEE en vérité. Sauf que si vous êtes un marketeur, vous dites « oui, mais tout ça, c'est assez éloigné de mes préoccupations. Moi, je vais faire une campagne d'emailing demain matin. Je veux dire, ce n'est pas ce fichier et ces indicateurs qui vont m'aider à améliorer mon impact. » Donc, très clairement, c'est ça le sujet, c'est comment on va développer nos propres indicateurs. Alors, il y en a quand même, par exemple, l'analyse de cycle de vie du produit. C'est aujourd'hui une pratique qui se diffuse de plus en plus. On n'est pas au-delà de 50% des entreprises, pas du tout même. Donc ça se diffuse, mais enfin, tout le monde ne le fait pas. Par ailleurs, en fait, quand vous regardez la note de technique de l'ADEME sur l'analyse de cycle de vie du produit, vous verrez qu'il y a plus de 20 méthodes. Ça devient assez vite prise de tête. Il y a plein de critères. On peut un peu trafiquer le truc, très honnêtement, avec des mauvaises ou des bonnes intentions. Il y a plein de façons de calculer l'impact d'un produit, en fait. Okay, donc tout à l'heure, on mentionnait une réglementation européenne. C'est pareil, il y a quand même plein de labels, plein de réglementations. Il y a des enjeux ici de se mettre d'accord sur les mesures. Mais le problème, c'est que, bien sûr, l'analyse de cycle de vie du produit, c'est une façon de regarder l'impact des produits, très bien, mais il y a en fait plein d'autres aspects qui ne sont pas couverts par ce sujet-là. Et moi, je me dis, un jour, on aura peut-être l'analyse du cycle de vie du client, et là, on verra les impacts en fait, de la gestion d'un cycle de vie client, recrutement, fidélisation, etc. Ça n'existe pas encore, pardon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des entreprises qui mesurent, par exemple, le NPS, la satisfaction, ce genre de choses. Mais peut-être que demain, on aura des indicateurs qui seront plus en ligne avec le développement durable, et en particulier donc, sur le volet social, par exemple le climat relationnel, le bien-être, ou évidemment sur le volet environnemental. Donc ces indicateurs n'existent pas vraiment encore aujourd'hui, ils ne sont pas standardisés, les entreprises ne les utilisent pas, donc ils ne peuvent pas faire d'arbitrage entre plus de chiffre d'affaires et moins de bien-être. On ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le système de pilotage des entreprises. Et donc pour moi, c'est vraiment par là qu'il faut commencer, comment on mesure l'impact social et environnemental des activités marketing. Globalement, le concept, mais je ne veux pas être trop long, c'est la valeur collective. Donc, c'est la valeur qu'on va créer pour l'ensemble des parties prenantes.
pas seulement pour le client. Donc déjà, c'est pour les marketeurs, ça veut dire que le client, il n'est pas roi. Le client, c'est une partie prenante. Il y en a d'autres. Et il faut savoir aussi ne pas tout donner au client et un peu plus peut-être aux fournisseurs. Hein. Quand vous voyez c'est qui le patron, on a un équilibre entre la valeur créée pour le client, le distributeur et le fournisseur. Donc on voit bien qu'ici, on a un enjeu de valeur collective qui ne se limite pas juste à la valeur créée pour le client. Donc, changement de prisme, en fait, sur la notion de valeur. Je vais passer sur les 2 slides qui viennent là. Et je vais arriver un peu à la conclusion sur les business models. Dans cet ouvrage, il y a une conviction qui est de dire, dès qu'on communique, si on n'a pas changé le modèle d'affaires, si on n'a pas changé les offres et les produits, dès qu'on communique, on fait du greenwashing. Forcément. Parce que vous communiquez sur un produit qui a une empreinte négative, en fait. Okay. Le mieux, ce serait de ne pas communiquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de communiquer, il faut changer l'offre de produits-services, faire en sorte qu'elle améliore l'impact. Et donc ça veut dire changer le modèle d'affaires. Et les marketeurs sont obsédés par la communication, ils devraient être plutôt obsédés par les produits, les services et les modèles d'affaires, de façon à ce que l'impact social et environnemental s'améliore. Donc le bouquin, lui, il porte beaucoup sur cet amont, entre guillemets, les business models, les produits, les services, et assez peu sur la communication, parce qu'à mon sens, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Okay. Alors, le sujet, c'est de créer plus de valeur collective en changeant le modèle d'affaires. Et j'ai tout simplement repris ici, par exemple, une typologie assez classique. Hein, c'est en l'occurrence celle de l'OCDE sur les business models durables. Et c'est comment on va changer le business model de façon à ce qu'on améliore son impact. Donc là, on est dans des logiques, par exemple, de circularité. Okay. Donc pour moi, le marketing durable, c'est un marketing qui promeut la circularité, très clairement. Sachant que la circularité, en tous les cas définie par l'ADEME, ça commence déjà par la réduction des ressources en amont, hein, l'allègement entre guillemets des ressources. Mais c'est pas seulement ça, c'est le recyclage. Il y a des logiques d'upcycling, enfin de faire en sorte, par exemple, de reconditionner le produit, de le revendre sous une forme validée après un processus d'analyse. Voilà. Typiquement, back market, par exemple, rentre dans ces logiques. Des logiques d'extension de la durée de vie des produits, faire en sorte que le produit dure plus longtemps. Hein, donc quelque part, la location, c'est une façon d'allonger aussi la durée de vie d'un produit, pareil pour le reconditionnement. Et puis aussi des logiques produits-services, c'est-à-dire qu'on n'a pas les produits d'un côté et les services de l'autre, on a des services qui vont permettre peut-être d'améliorer l'impact des produits pendant la phase d'usage, pendant la phase où on va détruire le produit, etc. Donc imaginez des couples produits-services qui vont permettre de réduire l'empreinte environnementale ou d'améliorer l'impact social. Et finalement, les modèles de partage, donc typiquement, par exemple, la copropriété, l'accès conjoint avec Airbnb, ça c'est un modèle de partage. Alors, vous allez me dire, c'est pas non plus la panacée, hein, parce que si par exemple tout le monde voyage parce que c'est plus simple grâce à Airbnb, l'impact d'Airbnb, il est négatif. Il valait mieux rester chez soi. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous avez une offre qui a un impact légèrement meilleur qu'une autre, et en fait, ça va entraîner une surconsommation de cette offre, mais donc au final, un impact négatif. C'est pour ça que je reviens sur l'idée d'impact net. D'accord ? Et malheureusement, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à le mesurer, et encore une fois, c'est le sens du propos. Il faudrait pouvoir le faire pour faire du marketing, ou du moins pour faire en sorte que le marketing contribue au développement durable. Voilà. Alors moi, je crois beaucoup aux services, y compris par exemple la dématérialisation, mais évidemment, ce n'est pas non plus la panacée, parce qu'on sait très bien, par exemple, que les serveurs ont une empreinte environnementale importante. Donc la dématérialisation, si c'est pour passer sa journée à regarder des vidéos sur TikTok, ça a un impact. Voilà. Okay. Alors, je suis aussi, et je finirai là-dessus, contre l'idée de dire « moi je suis vieux, c'est à vous les jeunes de régler le problème ». Bon, déjà parce que les vieux sont plus riches, on le sait, hein, et c'est entre autres eux qui ont un impact, voilà, donc ils pourraient commencer à s'améliorer. Et puis, deuxièmement, c'est carrément une démission, mais grave, d'accord ? Surtout si vous dites que vous êtes vieux à 40 ans, dis donc... ça crée des missions. Donc, ce n'est pas aux jeunes de régler le problème, c'est à tout le monde de régler le problème. Mais c'est aussi aux jeunes.
Et c'est aussi aux vieux de régler le problème. Bon, moi je me soigne, hein, mais bon, voilà. On n'est pas parfait, ni vous ni moi. Maintenant, voilà, pour conclure, hein, je pense qu'effectivement, on est dans un domaine assez controversé, qui fleure des fois avec le politique, hein, très clairement. Donc voilà, le débat est ouvert et on se donne quelques minutes pour le poursuivre dans un mode plus horizontal. Voilà. Vous avez des questions ou réactions? Donc on a des gens qui nous aident et qui vont faire passer les micros. Merci Pierre pour cette présentation très intéressante. Moi, je voulais revenir sur l'idée de la décarbonisation de l'offre, ou du moins la réduction, puisque c'est une voie qui est parfois préconisée, et notamment sur la notion de rythme, parce que en fait, c'est un peu ça l'idée. L'idée de la durabilité, on y arrivera, quoi. La question, c'est à quel rythme, parce qu'on voit bien dans les enjeux que, en vrai, la destruction de la planète va beaucoup trop vite, et du coup, on n'a peut-être pas le temps, donc il faut peut-être aller vers une réaction... voilà, d'où le retrait du marché ou je ne sais quoi. Ah oui. Donc voilà, donc ouais, du coup c'est pour savoir Sauf par rapport au business model proposé, ces business models, est-ce que justement c'est pas une question de rythme, ils vont pas assez vite, quoi. Alors non, que les choses n'aillent pas assez vite, c'est vrai. Que les entreprises fassent énormément d'efforts, c'est vrai aussi. Simplement, je veux dire, à la base, c'est quand même une question de rentabilité des activités. Donc c'est d'abord une question, qu'est-ce qu'exigent les actionnaires? Donc c'est aussi ça qu'il faut changer. Alors certains vous disent, une des façons, ça serait de sortir du capitalisme en fait. Hein, voilà. On n'arrivera pas à sortir assez vite du capitalisme, même si on le voulait en vérité. Okay, donc l'arme la plus efficace, c'est de contraindre les capitalistes à intégrer d'autres notions dans la performance. Mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis allé aux États-Unis cet été. Bon, mon bilan carbone s'est pas amélioré, on est d'accord. Mais c'est important de regarder ce qui se passe ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la France, c'est rien dans le monde. Okay, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. C'est pas du tout la conclusion. Mais c'est rien. Le Texas vient d'interdire aux fonds d'investissement d'interdire les subventions pour les énergies fossiles. D'accord ? Il y a des fonds qui décident d'interdire les subventions aux énergies fossiles. Ces fonds sont interdits au Texas. Okay, donc, c'est ça qui se passe. Donc, heureusement qu'il y a la COP28, heureusement que... Voilà. Donc, il faut effectivement voir que la consommation, aujourd'hui, c'est un modèle qui s'est développé vraiment partout dans le monde, y compris en Chine, y compris... voilà. Et l'empreinte, elle est considérable. Donc, c'est une question culturelle. C'est comment on sort aussi de cette culture de la consommation, en fait. C'est pas qu'une question, je veux dire, financière, mais aussi, hein. Donc, moi, j'ai la conviction que c'est par la finance qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, y compris, par exemple, quand on dit aux gens ça serait mieux d'acheter un produit qui est fait en France. Oui, mais il est souvent beaucoup plus cher. Ça serait mieux d'acheter un produit meilleur pour votre santé, donc bio, mais il est beaucoup plus cher. Et donc, il y a un problème d'accessibilité. Donc là aussi, vous voyez, on parle de finance au niveau macro, mais on parle aussi du finance au niveau micro, c'est-à-dire comment les gens vont préférer acheter un pull à 200 € fait en France plutôt que 5 pulls chez Zara à 40 €. C'est le même prix, mais voilà, on ne les aide pas, en fait. Il faudrait les aider à pouvoir accéder aux produits plus durables, qui sont souvent plus chers. Donc c'est aussi une question de finance, en fait. Donc je sais, par exemple, qu'il y a des Sofinco, etc., qui travaillent là-dessus, des CTLM, mais il faut qu'ils accompagnent ce mouvement pour rendre les produits durables plus accessibles, en fait. Donc à la finance de bosser, c'est pas juste qu'au marketing de disparaître. Christophe Dory, Monsieur Vol, j'ai une question. Vous m'entendez ? Oui. Merci pour votre présentation très, très intéressante. J'ai une question par rapport à la démographie, parce que vous évoquiez un point tout à l'heure intéressant sur le capitalisme. Est-ce que le capitalisme aujourd'hui est compatible avec la durabilité ? C'est une vraie question, mais est-ce que le monde démographique dans lequel on est, qui continue à croître, sauf qu'il y a quand même certains continents, voire certains pays qui diminuent en démographie, notamment au Japon et dans certains pays d'Asie, et la Chine aussi. Est-ce que la démographie actuelle et l'évolution de la démographie est compatible avec une vraie durabilité ? Oui, c'est une bonne question. En vérité, on sait que quand on se développe,
la démographie se régule. Donc aujourd'hui, c'est la seule solution qu'on ait trouvée pour limiter la démographie, c'est de contribuer au développement, là pour le coup des pays du Sud, qui ont une démographie plus dynamique. Si on veut quelque part que cette démographie se régule, ça passe par un développement de ces pays-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé en France il y a 100, 150 ans, quoi. Donc c'est le développement qui permet de réguler la démographie. C'est parce qu'il y a un système de sécurité sociale, c'est parce que, enfin voilà, tout ça, c'est ça, ça contribue à la régulation de la démographie. Donc ça veut dire qu'il faut aider ces pays à se développer pour que quelque part, dans 50, 100 ans, ils aient régulé leur démographie. Il y a un moment où il faut contribuer au développement, mais par exemple en Afrique, bah oui, il y a des énergies solaires notamment au Maroc et ailleurs qui se développent. Donc il faut accompagner ces mouvements-là, très clairement. Il y a des business models assez amusants, par exemple dans certains pays africains, avec des batteries qu'on peut louer. Voilà, un accès, c'est une question d'accès. Au lieu d'acheter des batteries, vous pouvez les louer en fait, pour des scooters par exemple. Voilà. C'est des modalités qu'on n'a pas ici en fait. Okay, parce que du fait de leurs contraintes, bah, ils inventent des choses qui sont hyper intéressantes en fait. Oui, c'est le même sujet aussi pour le photovoltaïque, entre autres, qui est une énergie, une des énergies renouvelables les plus, on va dire, les plus efficaces aujourd'hui. Mais il y a un problème en Europe ou dans certains pays où le foncier est élevé, alors que ce n'est pas le cas en Afrique, a priori. Oui. Alors après, il reste toujours un problème d'accès aux terres rares pour faire les batteries, les machins, des trucs, mais au nickel, au lithium, pardon. Mais bon, ça c'est plutôt de la géopolitique des matières premières, mais ouais. Merci. Je voudrais revenir d'un mot sur les liens entre comptabilité, finance et marketing. Les liens amicaux. Amicaux, très amicaux. En juin 2020, l'Europe a adopté le règlement de taxonomie européenne qui liste les activités dites durables. Et depuis cette période, les firmes aux côtés ont l'obligation de produire des indicateurs, notamment de pourcentage de chiffre d'affaires durable. J'aurais voulu savoir si, dans le domaine du marketing, on s'empare de ce sujet purement comptable pour accompagner les firmes à s'aligner sur ces fameux KPI qui leur sont demandés. Ben, pas encore et pas encore assez, hein, mais ça suppose par exemple que les marketeurs s'intéressent vraiment. Moi je ne suis pas du tout sur ce... Bon, si je vous racontais l'histoire du bouquin, je ne suis pas du tout donneur de leçons. Ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet, 2-3 ans. C'est plutôt en fait un bouquin de marketeurs qui découvrent le sujet en vérité. Alors tard, ok, mais mieux vaut tard que jamais. Et après tout, quand on arrive en retard, on voit les choses peut-être différemment aussi. C'est ce que j'espère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, j'ai découvert la technicité du sujet. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les marketeurs soient formés à cette technicité. Je vous encourage à regarder la note technique de l'ADEME sur l'analyse de cycle de vie des produits. C'est très, 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 très technique. Donc, si les marketeurs doivent contribuer à ça, il faut qu'ils se forment à ça aussi. Donc... alors bon, oui, c'est pas la fraise du climat qui va vous permettre de contribuer. Hein. C'est pas du tout la même hauteur de marche, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement les marketeurs, ils ont parfois oublié un peu la matérialité. On parle de matérialité, la matérialité des sujets, parce qu'on parle beaucoup de digital. On sait même pas où sont les serveurs, on s'en fout. Mais en fait, non, c'est important tout ça. Bah, cette année, par exemple, mes étudiants, cas génial, une entreprise qui s'appelle Motul. Qui fait des huiles de moteur, c'est sexy, hein, et qui décide de faire des huiles, des produits, je ne sais pas exactement ce que c'est sur un plan chimique, mais pour refroidir les serveurs. Mais c'est génial ça. Okay, au lieu de refroidir les moteurs, on refroidit les serveurs. J'ai pas trouvé un seul volontaire dans le master marketing de Dauphine pour travailler sur ce sujet-là. Hein. Bah non, c'est Guerlain, c'est vachement mieux. Je suis un peu méchant, mais franchement, c'est vrai, quoi. Ça n'intéresse personne, le B2B, la technique, voilà. Enfin, peu de gens en marketing. Or, c'est ça l'impact. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui m'interroge pas mal depuis un moment sur les questions de durabilité en marketing. C'est une question purement sémantique, comme l'a rappelé d'ailleurs Gilles en introduction. C'est quand même les racines du mot viennent du marché. Qui dit marché dit croissance. Et en termes de durabilité, la question de la croissance dans les business models pose problème.
Donc effectivement, repenser les modèles, on est d'accord. Une intervention réglementaire, voire étatique, elle est très certainement nécessaire parce que qu'est-ce qu'on fait des personnes, des organisations qui persévèrent dans des pratiques non durables? Oui, tout à fait. Et comment, ou irresponsables. Voilà, ou irresponsables. Donc comment on se distingue dans ces pratiques-là avec, je ne sais pas, la nécessité d'avoir 2 écoles, de repenser la racine même de ce qu'on fait par rapport aux pratiques qui évolueraient et qu'on repenserait elles-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut savoir que l'histoire du marketing, la question de départ, c'est la question du partage de la valeur dans les marchés agricoles aux États-Unis. Question qui revient tout le temps. Hein. Pourquoi une fraise, elle est à 1 euro quand elle quitte le champ, et elle est à 4 euros, je ne connais pas vraiment le prix des fraises, mais on va dire, pourquoi il y a un tel écart entre le prix de production de la fraise et le prix de revente de la fraise? Okay, pareil pour le lait, pareil pour les poulets, pareil pour tout ce que vous voulez. Cette question-là, du partage de la valeur entre le producteur, enfin l'agriculteur, le transformateur et le distributeur et le consommateur, partage de la valeur dans la chaîne, c'est le sujet numéro 1 du marketing. C'est un sujet qui est toujours actuel. Okay, donc, bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing digital, mais bon, il y a quand même des sujets qui sont encore des vrais sujets. Là, c'est la question de l'équité, quelque part, sur le partage de la valeur. Mais il y a plein d'autres sujets qui nécessitent une forte régulation, y compris les pratiques commerciales. On est encore inondé d'appels, on est encore, enfin bon, bref, de spam, et j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a nécessité de réguler, c'est sûr. Alors, vous avez noté que moi, je parle de marketing durable parce que c'est l'enjeu du développement durable. Ici, on parle de marketing responsable, c'est l'enjeu de la responsabilité. Bon, c'est un autre sujet quand même. La responsabilité fait appel à des questions de normes en rapport avec la déontologie, avec la loi, avec bon, voilà. Donc, c'est pas bon. Le durable, c'est l'impact. Okay, c'est l'impact environnemental et social. Donc, c'est des questions un peu différentes. Mais dans les deux cas, bien sûr, il y a nécessité de réguler et d'interdire certaines pratiques. Pourquoi il y a toujours des éclairages au milieu de la nuit alors qu'il n'y a personne pour regarder les publicités? Je veux dire, ça ne sert à rien. Alors on va vous dire, oui, mais c'est pas grave, c'est des LED, ça consomme moins. Oui, mais bon, quand même. Okay, donc certaines villes ont interdit l'affichage nocturne des publicités, par exemple. Donc ça, c'est une forme de régulation qui est sans doute souhaitable. Donc bien sûr qu'il faut de la régulation. Mais jusqu'à présent, malheureusement, les pays qui valorisent non pas le marché, mais d'autres formes d'organisation, y compris un pays qui est officiellement communiste comme la Suisse, non, comme la Chine, n'a pas vraiment un impact environnemental et social très bon pour ceux qui sont allés en Chine. Okay, donc, non, mais je veux dire, ok, le marché régulé, ça reste quand même, c'est comme on dit, la démocratie, c'est le plus mauvais des systèmes en dehors de tous les autres. Jusqu'à preuve du contraire, le marché régulé, c'est encore le meilleur système par rapport à tous les autres. Enfin, la Russie d'avant la chute ou la Chine aujourd'hui n'ont pas un bilan économique, environnemental et social meilleur que l'Europe de l'Ouest. Okay, enfin bon, on peut en débattre, mais... Non, alors c'est vrai que ce sujet, c'est un sujet de fracture au sein de la communauté des marketeurs. La position que tu défends, c'est une position finalement assez conciliatrice avec la société de consommation, la société capitaliste, en disant finalement on fait avec le système que l'on a actuellement au lieu de changer le système. Oui, c'est vrai. Et donc, on a ensuite, au sein de la communauté, d'autres collègues qui ont une position beaucoup plus radicale et qui disent il faut changer le système. Et pas simplement les business models, mais il faut changer le système, il faut faire du démarketing, de la déconsommation, de la sobriété. Et donc, il faut presque arrêter de faire du marketing pour que ça aille mieux. Donc, ah oui, absolument. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Je suis allé dans pas mal de pays du Sud récemment et à une conférence en Tunisie. Et les collègues, justement, avançaient cette idée d'un démarketing, d'une déconsommation, d'une sobriété. On y est, en fait. Et finalement, et même une forme de rejet par rapport au marketing. Je me rappelle très bien de la présentation qui a eu lieu juste après, où il y a donc un collègue tunisien qui est intervenu et qui a montré la situation économique de la Tunisie, avec la pauvreté, avec la malnutrition, avec la volonté aussi de beaucoup de populations de mieux consommer.
Et je me suis dit, mais vraiment, il y a finalement une sorte de grande incohérence à aller en Tunisie pour promouvoir une forme de démarketing, de déconsommation, alors que localement, leur problème, c'est de pouvoir consommer. C'est de pouvoir aussi développer leurs activités économiques dans un contexte où ils sont en très grande difficulté. Et je me suis dit que ce discours, finalement, était assez inaudible pour beaucoup de populations dans beaucoup de pays du Sud, alors que, forcément, je dirais, nous, on a la chance de pouvoir développer ce type de discours chez nous, parce que les enjeux derrière sont différents. Voilà, donc, je trouve qu'il y a parfois, en tout cas, donc une ligne de fracture au sein de la communauté. Et tu t'es mis clairement, au travers de ce bouquin, dans cette position conciliatrice. Et en même temps, je pense qu'il y a des débats à venir qui vont être beaucoup plus fondamentaux, qui n'attaquent pas directement le marketing, mais qui attaquent directement le système capitaliste et la société de consommation dans laquelle on est. Bien sûr, mais tu as eu raison de rappeler que dans le marketing, il y a market, donc c'est la société de marché, en fait. Donc ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, historiquement, ça a toujours été lié à la démocratie américaine et au fait de promouvoir le choix, en fait. Donc, démocratie et marketing, ça va ensemble, en fait. Donc, c'est aussi une question géopolitique, clairement, oui. Mais aujourd'hui, il y a des collègues qui, effectivement, promeuvent plutôt la déconsommation. Bon, la dernière fois que je suis intervenu sur le sujet, c'était à l'Obsoco, l'Observatoire Société de Consommation, avec Philippe Moati, il y a 3 semaines. Et donc, je m'adressais à ces collègues, c'était le début de mon intervention, en disant « C'est bon, on y est, c'est la bonne nouvelle, on va être dans la déconsommation bientôt, réjouissons-nous ». Il faut regarder les chiffres de l'INSEE, on y est bientôt, là. Donc, ça veut dire quoi, la déconsommation ? Ça veut probablement dire moins consommer des choses qui ont un bilan négatif, très négatif. Je ne comprends pas pourquoi on autorise encore les Porsche Cayenne sur les quais de Seine. Franchement, je ne comprends pas, moi. Mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire faire décroître l'économie. Après, il y a des critiques aussi sur le PIB, la mesure du PIB, etc. Ça, c'est autre chose. C'est vrai que peut-être qu'on ne mesure pas la bonne croissance, en fait. Ça, c'est vrai. C'est un vrai débat, ça. Mais aujourd'hui, oui, c'est une critique politique et qui nous heurte, enfin, parce qu'elle existe dans plein d'autres disciplines. L'économie, la sociologie et la gestion ou le management étaient un petit peu en dehors de ça, en fait. Et nous, on est aux premières loges de ce questionnement politique, en fait. Et c'est pas en continuant à... je sais pas moi, faire des recherches sur l'efficacité de telle ou telle pratique marketing qu'on rentre dans le débat. Donc moi j'ai essayé de rentrer dans le débat comme ça, mais effectivement avec chacun avec sa culture et son regard, quoi. Mais on ne peut pas empêcher d'avoir un débat politique aujourd'hui sur ces sujets-là. Merci. Donc une question au fond. Je vous remercie pour votre intervention. Dernièrement, il y a eu une campagne de publicité de l'ADEME sur la sobriété et qui a reçu une offensive par l'Alliance de commerce qui représente les anciens de... Comment vous voyez cette situation entre une institution qui souhaite participer à la sobriété et une autre qui lutte contre la sobriété? Non, tout à fait. C'était à l'occasion du Black Friday, effectivement. Donc, voilà une institution américaine qu'on a adoptée, les pieds joints, qui contribue pas, je veux dire, à pas grand-chose, en fait, en termes de bien-être, puisque c'est le thème de la chaire. Alors après, on pourrait demander effectivement à ce qu'il y ait une forme de cohérence. Il y a quelques années, une chambre de commerce, nos emplettes sont nos emplois. Donc c'est un peu la même idée, c'est qu'effectivement quelque part la consommation c'est 60% du PIB, enfin à peu près, on est un des pays au monde où la consommation pèse le plus dans la croissance, donc si on ne veut pas décroître, faut consommer en fait. Donc il y a d'autres pays qui font autre chose, qui exportent, qui investissent, nous on consomme, donc presque autant que les Américains. Alors, pour d'autres raisons, on n'a pas des cartes de crédit comme les Américains, mais voilà, la consommation est le ressort de la croissance. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à découpler en partie la question de l'emploi, la question de la croissance et la consommation, on sera dans cette contradiction, c'est sûr. Merci.
Donc il y a un petit commentaire et une question dans le chat. Merci pour cette présentation. Je me demandais comment vous définissez le concept de responsabilité dans votre travail. Alors, en fait, je ne le dis pas comme ça, mais en fait, je m'en fiche dans ce travail. On a l'oral, voilà. Non, j'ai dit tout simplement que s'il y avait pas... Enfin, il y a deux mots, parce qu'il y a deux notions. Il y a le soutenabilité, enfin, sustainability en anglais, hein, et responsabilité, voilà. Donc, bon, moi, le travail que j'ai essayé de faire, c'est sur l'aspect développement durable, donc impact social et environnemental. La question de la responsabilité, c'est une question un peu liée, mais très différente, parce que c'est responsable par rapport à un code de déontologie, une loi, etc. Donc, quelque part, il y a un référentiel normatif, alors que le développement durable, c'est une question d'impact. Donc, c'est deux sujets liés, mais différents. Donc, moi, j'ai un peu évacué la question de la responsabilité pour me focaliser sur la durabilité. Voilà. Merci. Malheureusement, on va être obligé d'arrêter cette première partie. Merci de votre accueil. Merci de vos réactions et questions. Merci beaucoup.